Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi c'est Def Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et la maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865. Et c'est aussi aujourd'hui une boutique en ligne sur panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéo. Je vous invite à y aller bien sûr. Pour ce nouvel épisode du podcast, comme à chaque fois, j'ai le plaisir de recevoir un photographe, Michael Peralta. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Tu viens ici pour faire conférence à Bordeaux, alors que tu viens de Perpignan ? Tout à fait, ouais, vous m'avez proposé de venir justement pour une conférence et une petite sortie photo, donc c'est plutôt sympa. Alors, Michael, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Donc, Michael Peralta, donc je suis connu sur les réseaux sociaux sous ce nom-là, donc Michael Peralta tout simplement. Je suis photographe outdoor, donc en fait j'aime partir à l'aventure. En ce moment, mes terrains de jeu privilégiés sont les pays du Nord, donc tout ce qui va être Norvège, Lofoten, Islande. Et cette dernière année, j'ai pu visiter à plusieurs reprises le Svalbard. Donc c'est vraiment tout en haut, au niveau du cercle polaire, un peu plus haut que sur la même latitude que le Groenland, on va dire. D'accord. Donc là, j'ai pu partir à 3 reprises sur un bateau faire des expéditions. Ça demande beaucoup de temps, ce genre de voyage. C'est pas des voyages de 3-4 jours, quoi. Non, c'est pas des voyages de 3-4 jours. Après, j'ai la chance que ça soit en Arctique et pas en Antarctique. Donc déjà, tu réduis beaucoup le temps pour s'y rendre. C'est assez simple. On va dire que c'est relativement simple d'accès depuis chez nous. Mais sur place, oui, tu restes... moi, je reste sur le bateau une quinzaine de jours à peu près. Ah, quand même. Ouais. Loin de la Terre ? Alors non, on n'est pas loin de la Terre. On fait, suivant l'avancée de la banquise, on va essayer de tourner autour donc des archipels du Svalbard. C'est plein de petites îles. Et donc on va essayer de tourner suivant, donc, comme je le disais, la banquise. Et on va rentrer dans les fjords pour là se mettre à terre, marcher un peu, faire des randonnées, découvrir un peu ce qu'il y a sur place à faire, quoi. Oui, parce que j'ai jamais fait ce type d'expédition, mais est-ce que c'est important de revenir à terre à un moment donné ? Parce que, je veux dire, être trop longtemps sur un bateau en mer, est-ce que ça peut être angoissant ou... Alors non, le principe d'être plusieurs jours sur un bateau n'est pas forcément angoissant. Après, ce que tu peux avoir, c'est le mal de terre, qui est très peu connu, mais ça, moi, tu vois, je l'ai découvert en revenant à terre, justement après 15 jours. Ah ouais. J'ai eu le mal de terre, je me suis trouvé un peu surpris au bout d'une heure à terre, d'avoir justement les sensations d'être un peu sous. Donc c'est un peu... c'est à cause de l'oreille interne ? Exactement, ouais, j'avais bu qu'un café. Donc tu vois, à la rigueur, ça peut être un peu déstabilisant. Et aussi le fait que tu puisses connaître les nuits polaires. Donc avoir quasiment la nuit en permanence. Ouais. Donc nous, on évite d'y aller quand c'est les nuits noires, ça n'a plus aucun intérêt. Hein. Mais on y va, la fois où j'y suis allé, il devait y avoir au maximum 4-5 heures de crépuscule par jour. Et après, tu as aussi le soleil de minuit. Alors ça, c'est assez troublant parce que si tu t'imposes pas un rythme, en fait, tu vas vouloir rester éveillé. Ton corps va te demander de rester éveillé quasiment toute la journée. Ouais, c'est spécial, et toute la nuit. Donc, il faut vraiment s'imposer des règles de vie quand tu es à bord. Tout bien calfeutrer tes hublots, enfin voilà, et t'imposer un rythme. Sinon, tu peux vite être perturbé. Et puis après, quand tu reviens à terre, là, t'es dans le mal parce que t'as plus aucune notion du temps. Ça me fait penser au film Insomnia de Christopher Nolan, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Ça se passe comme ça, mais je sais plus où, mais enfin il fait jour tout le temps. Ouais. On a l'impression dans le film que tout le monde est fou à cause de ça. Mais non, mais complètement. Écoute, moi, la première fois où je suis monté à bord, donc c'était le soleil de minuit. On sort de table, on monte sur la passerelle en haut, là où tu as un espace détente où on discutait avec des passagers. Et, j'ai regardé la montre, il était 23h, 23h30. Et j'étais pas fatigué du tout. Donc là, tu regardes les gens, tu dis excusez-moi, je vais aller me coucher parce qu'en fait, ton organisme, il comprend pas du tout, quoi. Et même en calfeutrant, t'arrives quand même à trouver l'envie de dormir ? Oui, parce que t'as quand même un rythme de base. Donc quand tu te retrouves dans le noir, si tu fais ça sur plusieurs jours de ne pas dormir, effectivement là tu vas te dérégler. Mais moi dès le deuxième soir, on va dire, j'ai tout de suite repris un rythme régulier où je me suis imposé d'aller dans ma cabine à 21h, 22h, à des heures normales pour pouvoir me reposer.
Ok, d'accord, c'est intéressant. Ouais, Et du coup, c'est vrai que ça se voit beaucoup pour préparer ce podcast. Je suis allé sur ton compte Instagram notamment, entre autres aussi sur ton site internet. Et on retrouve beaucoup des images polaires, on va dire. Oui. C'est très représentatif de ce que tu montres en tout cas de ton travail. Ouais, c'est ce que je montre parce que c'est ce que j'aime faire en fait. J'aime me retrouver dans ces pays-là. Alors à la base, comme tu sais, je vis à Perpignan, donc une région plutôt chaude de la France, voire très chaude. J'aime pas particulièrement le froid. Je crains même le froid, mais par contre pour mes voyages photos, je me vois pas de partir dans le sud du globe. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment les pays nordiques, ces ambiances un peu difficiles. Pareil, quand je te citais les pays où j'aime voyager, c'est toujours des pays que je fais entre guillemets hors période. Je ne voyage pas de juin à septembre, tu vois, de mi-mai jusqu'à mi-septembre, je m'arrête de voyager. Donc j'arrête là à ce moment-là. Et l'hiver, c'est pareil, quand c'est les nuits polaires, comme je te disais, là j'arrête aussi de voyager. Donc novembre, décembre, janvier, je recommence février, je recommence à planifier mes voyages, tu vois. D'accord. Je voyage vraiment sur des petites périodes pour avoir vraiment des ambiances très particulières où tu peux avoir des tempêtes, de neige à tout moment, du vent, où tu vas pouvoir montrer des lieux que tu connais, que tu vois sur les réseaux notamment, mais avec une autre particularité, de la neige de partout. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour... je ne sais pas si tu as suivi, mais j'ai fait une formation sur Ampara. Oui. Et justement, je les ai emmenés avec moi aux îles Féroé. C'était au mois de février. Et on a eu des tempêtes de neige, de vent, de pluie. Enfin, c'était une semaine très éprouvante. Mais c'est là où j'arrive, moi, à sortir... je l'espère, mes plus belles photos, quoi. Oui, en tout cas, c'est très photogénique. Hein, oui, voilà. Puis tu vois, les îles Féroé, on va te dire, ouais, mais c'est connu de partout, on les voit de partout. Mais on les voit de partout dans une façon, en fait. Au mois de juin, juillet, août, tous les photographes vont y aller. Et là, tu auras, pour moi, quasiment le même cliché. Quand moi, j'y vais au mois de février, déjà, j'ai pas croisé d'autres photographes pendant ma semaine. Et ensuite, tu as des conditions qui sont extrêmes. Donc, il y a des photos qui en sortent un peu plus spectaculaires, quoi. Et dans les autres mois où tu voyages pas, il y a aussi du tourisme dans ces endroits-là ou... L'été, oui. L'été de mai à juin dans ces pays nordiques, oui, tu as énormément de tourisme parce qu'en fait, c'est super intéressant pour les photographes ou même pour le tourisme parce que, comme je te disais, tu as le soleil de minuit. Donc, en fait, tu profites de tes journées... elles sont sans fin. Donc, tu peux profiter au maximum de tes journées, soit en photo, soit en tourisme. Et par contre, l'hiver, tu t'évites de voyager parce que justement, tu n'as pas de lumière. Donc, du coup, tu as très, très peu de tourisme. D'accord. Mickaël, on va revenir un petit peu en arrière. Oui, comment tu as commencé la photographie ? C'est quoi ton histoire avec la photographie ? Mon histoire avec la photographie, déjà, je ne vais pas aller très très loin parce qu'en fait, elle est plutôt récente. Je me considère encore comme un jeune photographe. J'ai découvert la photo. Bon, j'ai toujours aimé la photo sans jamais en faire. Avoir des appareils, tout ça, mais sans jamais aller plus loin. Et en 2017, donc tu vois, ça a 6 ans. Oui. Donc c'est ultra... Enfin, pour un photographe, on va dire que c'est un jeune photographe. Sur une échelle d'une carrière, c'est récent. C'est très récent. Et du coup, tout bêtement, j'ai un ami photographe qui vivait à Paris, qui a déménagé à Los Angeles pour la photo. Et un jour, il m'appelle, il me dit « J'ai envie de faire un break, là je pars en Oregon. » Donc un jour... tu t'as acheté un tout petit appareil photo, enfin, c'était vraiment une bricole, il m'a dit revends-le, tu prends un Sony, à l'époque c'était la 7 II, donc je ne connaissais rien du tout, je touchais mon premier boîtier, il m'a dit t'achètes ça, t'achètes 2-3 objectifs et tu viens 15 jours avec moi en Oregon, on va faire le tour de l'Oregon. Donc on a loué un gros 4x4 style américain où on a vécu pendant dedans 15 jours parce qu'il faut réduire les coûts, enfin tu vois, c'était vraiment... voilà, l'aventure. Et c'est là où j'ai commencé la photo, en fait. Et d'ailleurs, si tu as vu mon site, tu as des photos de l'Oregon. En fait, oui, je les ai vues. C'est les premières photos que je faisais. D'accord. Et je commençais la photo sur les photos d'Oregon. Et tu vois, je me suis pas dit, tiens, le débutant. Donc c'est bon signe. Ouais. Écoute, en fait, et du coup, je suis rentré avec ces photos-là. Donc, on a vécu pendant 15 jours ensemble. Je rentre avec mes photos. Instagram fonctionnait encore plutôt pas mal. Donc, du coup, j'ai commencé à poster mes photos d'Oregon. On n'en voyait pas trop encore à l'époque. On voyait pas trop les États-Unis, tu vois. C'était encore assez fermé, on va dire. Donc, ça a vraiment bien marché. Ces photos ont vraiment beaucoup plu. Donc, j'ai pu évoluer. Quelques mois après, donc ça c'était fin 2017, début 2018, en mars, je décide de partir tout seul en Islande.
parce que les voyages à deux, c'était cool, mais mon pote était bien bavard, donc j'ai dit un peu de repos, ça fera pas de mal. Donc je pars tout seul en Islande, je fais 10 jours dans une voiture, où je dors pareil dans la voiture. J'ai eu relativement froid, mais bon, ça c'était une erreur de duvet. Et donc du coup, je pars 10 jours en Islande, et là, pareil, je ramène des photos, je ramène mes photos que je poste, et pareil, 2018, début 2018, l'Islande, on connaissait pas forcément encore au mois de mars, parce que c'était très compliqué. J'ai croisé peut-être des dizaines de voitures dans le bas-côté, tu vois, sur les routes, parce qu'elles sont verglacées, enneigées, donc c'est assez flippant. Et donc voilà, même principe, j'ai posté mes photos sur Insta, ça a plutôt pas trop mal marché. J'ai eu envie de développer ça, donc du coup j'ai lancé un côté un peu plus pro à tout ça, en démarchant des marques, voilà, je vais pas dire des petites marques, mais mes premiers clients, voilà. J'ai démarché mes premiers clients, j'ai fait des collabs, et puis c'est autour de la photo outdoor. Ouais, exactement. Je suis toujours resté dans cet univers depuis le début. En fait, je me suis un petit peu cherché. Mon premier voyage en Oregon, on va dire que c'était de la photo outdoor, mais comme j'avais quelqu'un avec moi, j'ai pu l'intégrer dans mes photos. L'Islande, ça a été plus du paysage. Je me cherchais un petit peu, tu vois, je savais pas si je voulais faire que du paysage ou cet univers. Quand je dis l'univers outdoor, c'est parce que c'est l'univers extérieur, mais dedans, j'inclus en général de la vie dans mes photos. Des personnages humains ou des animaux, enfin voilà. Oui. Et ça me sert à donner je l'intègre en fait pour donner au lecteur de la photo une échelle représentative de ce que je vois, en fait, pour qu'il puisse se projeter dans l'image. Et comment tu fais pour professionnaliser de l'outdoor, en fait, de la photo outdoor ? Ça a été en fait des heures et des heures de travail, et comme j'ai beaucoup dit à mes potes photographes qui eux galéraient un petit peu plus, moi la photo c'était 20% de mon temps, et les 80% restants c'était moi, on peut dire du marketing, du relationnel, de la communication, du démarchage. On l'entend souvent, ce ratio, d'ailleurs. Ouais, entretenir ton réseau, en fait, c'est savoir te créer un réseau, savoir le développer. Ça part de savoir cibler ses clients, tu vois, comprendre leurs attentes, anticiper leurs attentes aussi. Donc, en fait, ça a été tout ce côté-là que je ne connaissais pas, qui a été pour moi une découverte, parce que je ne suis pas du tout issu de ce milieu-là, artistique ou commercial, enfin c'est pas du tout mon secteur d'activité de base. Donc du coup, comme la photo, je sais pas, par chance ou par, je sais pas, ça a fonctionné. Je pense que c'est le travail qui a fait que ça a fonctionné, hein, y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai eu les bons codes dès le début. En fait, j'ai appris tout seul. Que ce soit la photo ou ce côté commercial, je l'ai appris sur le tas, avec du bon sens, en fait, je pense, tout simplement. Tu faisais quoi avant ? Dans la police. Ah oui, donc totalement opposé à l'artistique. Oui. On est loin de l'artistique, ouais. On en est très très loin, ouais. C'est complètement un autre univers, quoi. Ouais. Et donc, tu as voyagé en Oregon. Moi, quand j'ai vu les photos, ça m'a ému entre guillemets, puisque ça me fait penser aux Goonies. Est-ce que tu as fait un Goonies tour en Oregon ? Écoute, j'aurais pu faire ce Goonies tour, ouais, effectivement, mais maintenant que tu le dis... T'as pas vu la maison à Astoria ? Non, mais j'aurais dû faire ce Goonies tour, parce qu'effectivement, c'est mon enfance aussi, les Goonies. Tu vois, c'est marrant, parce que quand tu as parlé de ce voyage, tu as dit que les États-Unis, on voyait pas trop ça sur les réseaux sociaux. Et je crois que le Goonies Tour, enfin c'est pas un vrai truc, hein, le Goonies Tour, mais je crois que c'est apparu, je suis même sûr qu'il y a un hashtag dans ce truc-là, dans ce sens-là, c'est apparu un petit peu après 2017 justement. D'accord. Parce qu'à force de... les fans des Goonies, ils ont 35-40 ans aujourd'hui, tu vois. C'est nous, hein. C'est nous, voilà. Donc, et je crois que la maison des Goonies est en vente actuellement. Ah, ok, extra. Ouais. Tu vois, si j'avais su ça à l'époque, j'aurais fait un passage sûr, juste pour le côté sentimental. Et t'as vu quand même la Cannon Beach ? Oui, bien sûr. C'est emblématique du film aussi. Oui, je suis allé là. Ouais. Je suis allé aux États-Unis, mais vraiment l'Oregon je l'ai pas fait. Quand j'y suis allé, j'y suis allé 3 mois quand même. C'est vraiment mon goal. Je veux aller en Oregon pour ça. Écoute, moi j'ai pas fait grand chose non plus, hein. J'ai fait forcément, tu sais, les classiques, New York, Los Angeles, San Diego, San Francisco, tu vois, un peu tous ces, les deux côtés des États-Unis. Et donc du coup l'Oregon pour moi ça a été vraiment quelque chose, j'en ai encore des souvenirs incroyables. Et quand je suis rentré d'Oregon,
et que j'ai des copains à Perpignan qui me proposaient d'aller faire de la photo avec eux dans mes montagnes, dans les Pyrénées, tu vois, dans ce que je connais, j'ai eu du mal à me réadapter à ce que je voyais parce que quand tu leur dis ouais mais là-bas le verre c'est pas le verre d'ici, c'est un verre qui est explosant, enfin il explose en couleur, tu vois. La taille de la nature c'est une autre nature en fait. Donc l'Oregon pour moi c'est vraiment quelque chose de à faire pour les amateurs de photographie outdoor, de nature, d'aventure. T'as des cascades tous les 50 km qui sont incroyables. Des montagnes, t'as l'océan. Non, vraiment, c'est encore un de mes souvenirs qui est bien présent, quoi. Ouais, j'en doute pas. Puis c'est vrai, là, tu vois, je te parlais des Goonies, la référence Oregon, mais en vérité, il y a tellement de films qui ont été tournés en Oregon. Oui. C'est une des choses qui m'avait marqué quand je suis venu aux États-Unis. C'est qu'en fait, ça te rappelle tellement de souvenirs de cinéma. Même si c'est pas précis, même si t'as pas un film en tête, tu l'as vu et revu sur des écrans géants. Puis tout d'un coup, tu le vois avec des yeux. Et tu te dis, waouh, c'est là. Non, mais je comprends, j'ai aussi ça, quoi. T'as des voyages en préparation ? Oui, alors du coup, tu vois, je continue à évoluer un petit peu avec mes envies et ce que je fais en photo. Je te parlais des Ampara tout à l'heure qui m'a mis le pied un peu à la formation, au partage, à la transmission. Et d'amener les gens en voyage en plus. Et d'amener les gens en voyage. Ça, c'est exceptionnel, ça. Ouais, donc du coup, maintenant, tu vois, j'ai voulu un peu couper avec le côté pro, client, pour me rapprocher un peu plus des particuliers, qui peuvent être professionnels aussi, photographes, pour les amener dans des aventures comme je le ferai. Alors ce que je fais, c'est des workshops où je leur dis on va partir de rien du tout. Je choisis le lieu forcément pour vendre mon workshop et je leur dis on va tout créer ensemble et on va partir une semaine ensemble comme je le ferais si je devais être avec 1, 2 ou 3, 4 copains photographes pour créer un projet. Donc du coup je leur montre tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais et je transmets le plus possible. Donc en ce moment, tu vois, je développe ça. Tout ça pour te dire que oui, j'ai un voyage de prévu qui sera mois de mars, du 9 au 15 mars, où justement je vais emmener des gens aux îles Féroé. D'accord. Pour un workshop. Avec Ampara aussi ou Non, tout seul. Maintenant, voilà, il y a eu le côté Ampara où j'ai créé ma formation aux îles Féroé. Depuis, j'ai fait Madère, j'ai fait la Suisse en workshop, et là, je retourne donc aux îles Féroé, mais ce coup-ci avec des participants. Ça, j'aimerais repartir pareil au Svalbard au mois d'avril. Et au mois de mai, je pense aussi organiser, tu sais, je sais pas si tu es au courant, mais j'ai un collectif, c'est The French Outdoors. Oui, je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu passer. Oui. En fait, j'organise. Là, il n'y a pas de formation, il n'y a rien du tout, mais je rassemble avec un copain Vincent, on est tous les deux sur ce projet-là. On rassemble, on propose en fait une sortie montagne, randonnée, photo, à des gens. Tout le monde est libre de s'inscrire ou pas. On est une quinzaine et on part 3-4 jours en bivouac. C'est sur inscription gratuite ? C'est ridicule en fait. Là, l'inscription pour 3-4 jours, elle te coûte en général c'est 100-120 euros, mais c'est juste pour couvrir. On est obligé de prendre des assurances. Tu vois, on a été obligé de déposer une association. Enfin voilà, faire tout ça dans les règles. Donc en fait, ça nous couvre nous les faux frais. Voilà, c'est juste c'est pour le plaisir de faire réunir des gens, les faire se rencontrer et de partir en montagne tous ensemble pendant 3-4 jours. Donc ça, j'aimerais le refaire au mois de mai. J'ai une proposition pour la Corse. Bien. Et d'ailleurs, si Vincent écoute ce podcast avant même d'avoir vu le mail qu'on m'a envoyé en direct, il sera au courant comme ça. Le petit message direct. Voilà. Okay. Donc du coup, oui, l'idée, ça serait de répondre favorablement à ce mail-là et de l'organiser en Corse au mois de mai. Donc tu vois, ça fait mars, avril, mai, ça fait 3 voyages. Ouais. Donc c'est déjà pour moi énorme. Oui, parce que ça à organiser, ça prend énormément de temps. En général, tu vois, j'ai quelques marques avec qui je travaille de façon fidèle, qui me demandent de créer encore pour elles. Donc en général, je prends aussi quand je pars au Svalbard par exemple, je prends une marque avec moi de vêtements et j'en profite pour la shooter sur place.
Donc tu vois, c'est quand même du travail en amont, de préparation, Oui, d'organisation. Enfin, donc ouais, non, c'est déjà pas mal, quoi. Ok, très bien. Voilà, tout doucement, ça fait son petit chemin. Ben, je vois ça. C'est cool. Ouais, c'est chouette. Tu as une histoire aussi avec Sony, du coup. Oui. Alors, comme tu nous as expliqué, en fait, tu as eu un Sony dès le début. Ouais. C'est quoi le boîtier Sony avec lequel tu travailles, ou les boîtiers Sony avec lesquels tu travailles aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 boîtiers Sony. J'ai la 7 IV qui lui va me servir à faire un peu plus du reportage. Tu vois, si je dois faire un job, je sais pas si tu as un exemple concret, quand je suis sur le bateau et que je suis à l'intérieur du bateau, je vais prendre la 7 IV parce que enfin, pour moi c'est un peu mon couteau suisse. Oui. Et après j'ai la 7R5 maintenant. Donc lui, je vais l'utiliser quand je vais avoir besoin de grosses définitions. Par exemple, il y a des fois où quand tu es dans des paysages un peu comme ça, tu as besoin de cropper dans ton image pour pouvoir rentrer encore un peu plus, parce que quand tu marches et que tu peux pas prendre ton 600 mm, tu as 70-200 par exemple, tu vois, des fois, tu es obligé de rentrer un peu dans l'image, donc je vais m'en servir pour ça. Et puis surtout pour l'intelligence artificielle maintenant qu'il y a dans les nouveaux processeurs. Dans les boîtiers, un outil. Ouais. Donc là, du coup, pour moi, ça, c'est juste fabuleux. Ouais. Quand je suis sur le terrain, tu vois, qu'il y a un ours ou quand j'ai des oiseaux ou quoi, mais c'est juste incroyable. Et au Svalbard, tu as des grosses compagnies migratoires d'oiseaux. Et donc, du coup, tu as des falaises, tu peux t'approcher très près. Là, il n'y a aucun risque. Et donc, tu t'approches. Et pour ça, ça a juste été magique. Pour mon dernier voyage, j'ai réduit je sais pas, peut-être de moitié, mais ma quantité de photos sur place, en fait. Parce que j'avais quasiment plus de déchets, en fait. J'étais au pied de la falaise, 2 mètres derrière moi, il y a 2 oiseaux qui se prennent le bec et ils font enrouler bouler de la falaise, ils tombent devant moi. J'ai juste eu à me retourner, à shooter sans même... Tu vois, je voulais juste la scène et je les ai, mais ils sont nets, parfaits. Ouais. L'intelligence artificielle a tout de suite capté le mouvement et a reconnu les oiseaux et... j'étais dessus tout de suite, quoi. C'est vrai que c'est la grande force des outils des appareils d'aujourd'hui. Et ça, objectivement, même avec la 7 IV, j'aurais pas pu le faire. Ouais. Tu vois. Donc quand j'ai besoin d'être réactif, quand j'ai besoin d'avoir de la précision, quand je veux pas rater quelque chose, en général, 7R5, je vais me diriger dessus parce que je veux assurer le truc, quoi. Et alors, il y a 2 questions qui me viennent là, mais la première sur la 7R5, 60 millions de pixels, le capteur, c'est assez impressionnant parce qu'on se rapproche de plus en plus du moyen format, je trouve. Parce que je me suis pas renseigné, c'est une vraie question que je me pose. Tu sors sans recropper ton image en native, c'est quoi la résolution de l'image sortie de la 7R5 ? C'est du 8000 par 6000 et quelques ? Non, je me pose la question. Non, mais là tu me poses une colle à moi aussi, il faudrait que... Pour comparer par rapport à ce que moi j'ai essayé du Hasselblad, le XD2, et c'est du 12 000 pixels sur la longueur. C'est énorme. Ouais. Non, mais non, mais... le potentiel recadrage est immense. Et je crois que c'est les seuls Sony... Ah non, il y a Leica aussi. J'allais dire les seuls à faire du plein format à 60 millions de pixels. Ouais. Et Leica le fait aussi, effectivement. Ouais. Bref, voilà. Ouais. Et la seconde question... Je l'ai zappé. Mais pour te répondre aux 60 millions de pixels, tu vois, j'utilise la 7R5, mais pas tout le temps dans cette configuration-là à 60 millions de pixels non plus. Il m'arrive des fois d'avoir des projets photos où j'ai pas besoin de ces 60 millions de pixels-là. Donc du coup, je repasse tu sais, tu peux switcher. Tu peux switcher, d'accord. Ouais, et je repasse sans perdre en qualité à 24. Sans recrop de la focale ? Non, exactement. Ouais. Ça, c'est bien. Et c'est très très bien. Donc tu vois, ça me permet d'avoir des fichiers qui sont bien plus légers et pas saturés ou pas avoir des trucs énormes. Donc ça, c'est vraiment pour moi, j'ai voulu le souligner, parce que c'est un gros plus suivant le job que je fais, tu vois. Ouais. C'est 60 millions de pixels, je l'avais sur la 7 IV. Et c'est vrai que je m'en servais du coup en deuxième boîtier quand j'avais des projets pro, parce que quand j'ai pas besoin d'avoir cette définition-là, tu prends une place énorme dans les... Enfin, c'est trop... Effectivement. C'est lourd, pas utile, on va dire. Donc du coup, de pouvoir switcher en 24, c'est... Voilà, ça c'est aussi un gros plus. Après, je suis assez impressionné quand même. Je sais pas si Sony le fait honnêtement, mais par exemple, moi je travaille avec le Nikon Z8 et le RAW avec le capteur à 45 millions de pixels, qui sort donc des gros fichiers. Le RAW est ils ont réussi ils ont leur propre méthode de compression. Ils ont réussi à avoir des RAW qui sont pas si énormes que ça. D'accord, ok. Je pense que toutes les marques se sont mis un peu à la page là-dessus et
moi qui travaillais avec le Lumix A5 à l'époque, un 24-36 à 24 millions de pixels, j'ai le même poids de fichier qu'aujourd'hui avec le Z8. D'accord, donc c'est bon. Ouais, mais c'est bien aussi qu'ils se penchent là-dessus oui, parce pour que diminuer la taille des fichiers. Parce que l'archivage, c'est un vrai souci. C'est une catastrophe quand tu empiles les terras, à un moment donné, c'est effrayant. Ça va très très vite. Je suis en train de retaper dans mes séries d'il y a des années pour voir si je peux pas effacer certaines photos, et c'est terrible. Bah ouais, non mais moi je te dis, j'empile aussi les disques durs et je me dis à un moment donné, j'ai des vieux trucs que je n'avais jamais réutilisés, qui sont sans intérêt. Je pense que je vais aussi refaire un tri là-dessus. Et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Parce que tu te déchires le cœur en plus pour certaines choses. Ouais. Oui, c'est ça. Ma deuxième question, c'était plutôt une question philosophique et je la trouve intéressante. Si tu avais commencé la photo à l'époque de l'argentique, c'est-à-dire à dénuer de tout autofocus, tous les outils d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui sur nos boîtiers, est-ce que tu aurais eu autant d'attrait avec la photographie ? Si j'avais pas eu toutes ces aides électroniques. Ouais, parce que je pense que les aides électroniques sont un plus, ça t'apporte un confort de travail, mais l'aide électronique ne remplacera jamais ta vision de la photo, comment tu perçois la photo, comment tu la captures. Et ça, c'est juste l'œil humain qui va pouvoir le faire, et ta sensibilité en fait, au regard de ce que tu vois. Oui, effectivement. Donc, ouais, j'aurais pu travailler en argentique sans aucune aide, sans rien. Je t'ai dit, moi, la photo, elle est venue à la base presque toute seule, tu vois. Ce regard à la photo est venu tout seul. J'ai jamais pris de cours, j'ai jamais rien fait. Et je pense que c'est une sensibilité que tu as ou que tu n'as pas, comme un chanteur qui a un beau timbre de voix, un peintre qui a le coup de pinceau. Ben, je pense que le photographe a son coup d'œil, quoi. Et ça tu le remplaceras jamais, quoi. Oui, clairement. Et pour continuer un peu à parler de matos, c'est quoi ta focale de prédilection, si t'en as une ? Ouais, si, j'en ai une. J'en ai une, c'est le 24 mm. 24 mm. Ouais, le 24, le G-Master, ouais. En fait, je l'utilise énormément. J'ai découvert la photo tout seul, donc du coup j'ai appris tout seul et j'ai fait mes propres erreurs dans mon coin. J'ai acheté pas mal de matériel au tout début. Tu sais, quand j'ai commencé, je suis parti en Oregon, en Islande, en Norvège. Et chaque voyage, je revenais avec une envie différente de focale parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Au début, j'ai commencé avec un 16-35 où je mettais tout dans la photo. Et en mettant tout, tu mets plus rien en fait. Tu montres tout, mais tu montres rien. Donc j'étais saturé de mes propres photos. Donc ça a évolué, je suis parti en Norvège avec le 24-70, la version 1 forcément, où c'était cool, mais je perdais un peu trop en qualité et je le voyais sur mes images, donc ça me plaisait pas. Et je sais plus comment je suis tombé sur le 24, je pense, je l'ai pris 24. Si, parce que sur Lightroom, j'ai étudié toutes mes données, tu sais, et j'ai regardé au 24-110 en rentrant de Norvège quelle focale, sur quelle plage j'étais le plus présent. C'était le 24, donc j'ai acheté le 24. Et je m'éclate avec cette focale-là, cet objectif. Et pour moi, c'est une focale ultra polyvalente. J'arrive aussi bien à faire du paysage que du portrait avec. Tu vois, même si on va te dire, oh là là, c'est surtout pas une focale de portrait et tout. Oui. Mais quand tu connais ton matériel, encore une fois, quand tu l'as apprivoisé, tu arrives en fait à l'utiliser. Et là, à bien l'utiliser, j'ai envie de te dire. Et donc, du coup, tu arrives à intégrer ce que tu veux dans tes photos, quoi. Ah ouais, c'est comme ça que je le perçois. Oui, tout à fait. Bah, après, effectivement, il y a tel type d'objectif comment dire. Il y a des standards. Il y a des standards, voilà, c'est le mot que je cherchais, mais rien n'empêche de faire des portraits au fisheye. C'est pas. Exactement. Donc, après, c'est le style du photographe. Encore une fois, c'est l'œil, c'est la vision qu'il a de la photo. Voilà, pour moi, tu peux très bien faire du paysage, je sais pas, au 50 mm, tu fais ce que tu veux. Du moment où tu arrives à retransmettre une émotion dans ton image, tu as réussi ta photo, en fait. Ouais. C'est surtout ça, quoi. C'est rigolo parce que j'y pense en même temps de t'en parler, parce que je suis pas photographe de paysage particulièrement. Et je suis parti en Bretagne voyager pendant une semaine. Et alors moi, à la base, je travaille beaucoup au 24 mm. Mais plutôt pour faire portrait, mise en scène, ce genre de choses. Donc j'ai toujours un humain devant moi. Puis là, je me suis retrouvé juste pour le plaisir à faire des photos de paysage en Bretagne. Et j'étais tout le temps à 120.
Ah oui. C'est marrant, j'ai besoin de capter des détails, tu vois, plus que la scène globale. Et ça m'a étonné de moi, ça m'a surpris en fait, parce que j'ai pas du tout réfléchi à la question pendant le voyage, et après coup devant l'ordi, tu vois. Parce que je pense que... Alors, enfin, c'est pas du tout une critique, enfin, c'est juste ah non, mais avis, vas-y, je t'en prie. non, je ne me permettrai pas. Mais je pense que c'est plus simple de capturer sur un paysage un détail, parce que tu vas le rendre tout de suite un peu plus joli, parce que tu as ton œil, tu as un sujet principal qui est clairement identifié. Alors que quand tu prends un 24, par exemple, tu commences à être dans du grand angle, et pour identifier et faire rentrer ton sujet dans la photo, c'est pas évident, parce que comme je te disais, c'est ce que moi, mon gros problème avec le 16-35, c'est que je mettais tout dedans, mais je montrais rien. Donc en fait, ta photo, elle te parle pas. Et c'est ce que je dis quand je fais mes workshops où j'emmène les gens avec moi, c'est qu'on peut faire des photos donc, de paysages au 24, mais il faut savoir composer sa photo et savoir un peu ce que tu veux montrer dans ta photo. Il faut savoir identifier ton sujet de prime abord, tu vois. Ah ouais, je vois. Et quand tu as ces petites notions-là, après tu dis, en fait, tu as plein d'astuces pour justement mettre en avant ton... c'est des astuces, c'est des règles de compo, en fait, tout simple. Oui. Tu as toutes ces petites astuces-là qui te permettent de mettre en avant ton sujet au 24, et là, tu retrouves du sens à ta photo. Tu vois, c'est comme ça que moi, mais effectivement, je comprends que ce soit... Enfin, quand tu es au télé, c'est sûr que tu es à 120... T'isoles quelque chose très facilement. Un sujet facilement, ouais. Tu as ton sujet. Ouais. Et donc là, surtout si en plus tu fais du portrait, donc même au 24, tu vois, tu as ton sujet qui est tout de suite clair et identifiable. Et quand tu fais du paysage, c'est là aussi la subtilité, c'est de réussir à intégrer ton sujet clairement dans ta photo, quoi. C'est pas évident. Je redonnerai une chance au 24 mm en paysage. Tu penses ça, ouais. Ça marche. Pour continuer à parler un peu de matériel, enfin, pas précisément, mais je voulais parler avec toi de l'IA. Je sais pas si c'est un vrai sujet en photo de paysage, mais qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de l'IA ? Alors, quand je parle de l'IA, je parle pas des outils, des boîtiers, je parle plutôt de l'IA générative. Génération de contenu. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée un peu spontanée ? C'est rigolo parce que hier je donne aussi des cours à la fac de Perpignan et justement il y a un étudiant qui m'a posé exactement la même question, tu vois. Donc vraiment ça a été voilà, donc j'ai déjà le truc en tête, c'est parfait. Non, plus sérieusement, moi je compare ça au fait, je compare ça à l'argentique et à l'arrivée du numérique. D'accord. Il y a eu les photographes qui ont su faire la transition et qui ont sauté le pas, qui sont passés au numérique, qui ont continué à évoluer avec leur temps en fait, et ceux qui ont voulu rester à l'argentique et qui eux ont eu plus de mal. Ça a été vraiment une niche, tu vois, les photographes argentiques qui arrivaient encore à vivre. Je pense qu'on a une nouvelle ère qui s'offre à nous, celle de l'intelligence artificielle. Tu vas avoir les photographes qui vont dire non, moi je suis contre, c'est pas de la photo. Et tu as ceux qui vont dire, bon, écoute, ouais, c'est un peu bizarre, il faut évoluer avec son temps. Je vais le mettre au service de ma photo et je vais essayer d'évoluer avec. Donc, moi, je ne l'utilise pas forcément. Mais je pense que ceux qui voudront continuer à bien travailler et à évoluer, je te parle en termes de concurrence, devront l'utiliser. C'est des choses toutes bêtes, mais j'ai fait un shooting sur la côte basque pour une marque de vêtements et j'ai un très beau coucher de soleil, enfin, c'est magnifique. Et le modèle que j'avais a mis plein de traces de pas, a pas écouté ce que je lui ai demandé, de ne pas marcher devant. Donc, classique. J'ai un sable qui aurait pu être magnifique et qui ne l'est pas du coup devant lui, parce que j'ai 50 traces de ses pas, parce qu'il a tourné en rond, enfin j'en pouvais plus. Je suis rentré à la maison, donc hop, j'ai commencé à regarder sur Lightroom, c'était un peu moyen, tu vois, les corrections à apporter. Je passe sur Photoshop, hop, j'utilise l'intelligence artificielle, et là il m'a mis un sable... de rêve. Impeccable, de rêve. Donc tu vois, alors là, par contre, si je peux me permettre, c'est pratique. Ouais. Mais c'est des outils qu'on pouvait faire déjà avant l'IA, alors plus fastidieusement. Mais maintenant, ça t'ouvre un accès très rapide à ça. Oui. Après, tu peux... moi, je vais m'arrêter à ça sur l'IA, en fait. Après, de là à déformer une photo ou à la reconstruire, je ne suis pas forcément fan.
parce que à ce moment-là, tu penses à ta prise de vue, ce que tu veux déjà, tu prépares ton plan d'action, on va dire, et à ta prise de vue, tu te dis, bon, bah, cette scène-là, je la veux en paysage et pas en portrait. Tu rentres à la maison, tu as ton portrait, tu dis, mince, il me fallait le paysage. Avec l'IA, en 2 secondes et demie, pouf, Oui. Donc tu vois, ça je trouve un peu dommage. C'est comme moi sur Lightroom, je m'autorise uniquement à modifier ce qui a été rajouté par l'humain en fait. Je suis dans un beau paysage et tu as un humain qui m'a mis des poteaux, des pylônes électriques et tout qui sont contre nature. Là je vais m'autoriser à apporter une correction. Mais si je cadre mal ou j'ai une mauvaise prise de vue, je vais pas aller demander... moi je partais du principe que j'avais pas à demander à un logiciel de modifier ma photo ou de la recréer en fait. Tu vois, que ça soit une assistance, ok, mais que ça soit une création pure, je trouve que c'est plus de la photographie. Dans ce cas-là, on rentre dans un autre univers qui peut être développé et qui va sûrement être développé par la suite, il n'y a aucun souci. Oui. Voilà. Mais au service de la photo, il faut que ça reste pour moi une assistance, comme on l'a connu avec Lightroom, Photoshop. Oui, je vois. Voilà. Là, je comprends. Ça reste des outils. Et ça reste un outil qu'on pouvait faire avant manuellement et que là, ça devient beaucoup plus simple. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, parce qu'on voit certaines dérives, par exemple, dans des concours photo. Imagine, il y a un photographe qui gagne un concours de la photo de paysage, un prix pour un paysage. Et puis, il se trouve que c'est entièrement généré par l'IA. Et on s'est fait tout savoir. Ouais, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ce petit couac là. Ouais. Pas sur une photo de paysage, mais... Non, mais il a dit, le photographe l'a dit une fois qu'il a reçu le prix. Ouais, j'étais là. Ah, t'étais là en plus ? Ouais, c'était long. Et là, je trouve, pour moi, on sort vraiment du cadre de la photo. Tu vois, tu devrais avoir d'autres catégories. Et je pense que, pour moi, c'est pas grave en soi. Mais je pense que ce qu'il a fait, c'est pas mal ou bien. Enfin, je suis pas là pour le juger. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que ça va peut-être ouvrir une nouvelle voie, une certaine forme d'art, en fait. Pourquoi pas moi je vois bien dans 4-5 ans en fait une catégorie, enfin tu as les photographes comme nous et tu as ceux qui vont utiliser le logiciel d'intelligence artificielle et ils vont créer leurs œuvres en fait. Oui. Tu vois, pourquoi pas recréer une catégorie, une nouvelle forme d'art en fait. Et des concours propres à ça. Ouais, voilà, avec des concours propres à eux, où justement, ils mettront en avant leur capacité à créer avec de l'intelligence artificielle. Le seul détail qui me vient comme ça et qui peut rendre la chose difficile, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire, tu fais une vraie photo, et puis dedans, tu intègres des personnages créés par l'intelligence artificielle. Tu vois, c'est un truc hybride du coup. C'est un truc hybride, mais je pense qu'on va arriver à terme où, comme dans la mode, il fallait spécifier que ça avait été tout ça. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir tellement de dérives avec les débuts de l'IA qu'on va arriver à devoir imposer aux photographes de mettre l'information pour ne pas tromper le lecteur. Et là, je trouverais ça... Voilà. Moi, si tu veux, si l'IA est dans la photo, j'ai hâte que cette règle-là, cette loi, enfin, ça pourrait être une loi internationale, qui passe pour imposer à tout photographe de mentionner la présence d'IA ou pas. Il y a Leica qui a sorti son Leica M11P. Et dedans, c'est le premier appareil photo au monde à contenir le certificat d'authenticité. C'est une norme qui permet de savoir si la photo a été retouchée, bidouillée, etc. Donc je trouve que c'est une super initiative, mais je trouve que ça, c'est pas encore suffisant. En fait, il faudrait que, par exemple, si tu publies sur Instagram, il faut que la plateforme, donc là Instagram en l'occurrence, intègre cette norme et puisse informer les utilisateurs d'Instagram, cette photo, elle a été retouchée. Pas forcément montrer le détail, mais photo, il y a eu de l'intelligence artificielle, ou il y a eu ci, ou il y a eu ça. Alors, moi je l'imposerais sur l'intelligence artificielle. Après, retoucher, pour moi, il y a le développement et la retouche. Donc, je ne sais pas sur quel... Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, sur le développement, pour moi, ça ne doit pas être notifié parce que je pars du principe que c'est exactement la même chose qu'à l'époque de l'argentique. Nos pellicules, on l'envoyait dans notre labo, on avait notre développeur, il savait ce qu'on aimait, enfin, tu vois, tout le processus. Ouais. Après, donc pour moi, ça fait partie du travail de photographe. Soit tu fais ton développement toi-même, soit tu pars sur un développeur professionnel. Pourquoi pas, tu vois, ça me choque pas. Après, du moment où, c'est pour ça que je l'utilise quasiment pas, et c'est anecdotique Photoshop, parce que du moment où tu peux sortir du développement et passer à la retouche photo,
qui là va être vraiment, comme son nom l'indique, de la retouche. Là, ouais, ça devrait commencer à être indiqué au lecteur de la photo. On est dans une retouche ou on est dans de l'intelligence artificielle. Tu vois, vraiment séparer ces trois. Voilà, pour moi, il va y avoir 3 catégories, le développement, la retouche et l'IA. Effectivement. Moi aussi, je distingue vraiment les deux. Je parlais surtout pour l'IA, mais effectivement, la norme pourrait faire que l'information pourrait aussi se retrouver pour de la retouche ou de la simple correction d'exposition. Ouais. En tout cas, c'est un vaste sujet. Mais j'espère que ça évoluera vite, en tout cas, là-dessus, pour qu'on puisse tous continuer à travailler de façon... sereine, parce que tu as beaucoup de collègues photographes. Moi, ça m'inquiète pas forcément. Tu as beaucoup de collègues photographes qui, eux, ont peur de ça. Enfin, sont pas forcément contents que ça arrive sur le terrain. Comme d'habitude, ça peut remplacer des métiers. Exactement. On le voit avec la publicité, notamment en mode. Alors, je sais plus quelle marque c'était une marque de maillot de bain. Je sais pas si ça te parle, mais ils avaient fait une campagne de publicité. Alors, je crois que c'est une campagne de publicité que sur les réseaux sociaux, et c'était que de l'IA. L'image entière était... Il n'y avait même pas de modèle, rien du tout. Alors je te passe le foin qui se sont pris dans les bronches, mais c'est polémique aujourd'hui, ça le sera peut-être plus dans 2 ans. Oui, mais exactement. En fait, il faut que, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on arrive à intégrer ça dans notre mode de vie maintenant. Tu peux pas aller contre l'évolution des choses, tu vois. À un moment donné, il faut... Soit tu t'adaptes, soit tu jettes l'éponge et puis tu changes de métier, en fait. T'as pas vraiment le choix. C'est des choses qui sont tellement présentes dans nos vies. C'est pas juste un petit preset sur Lightroom qui vient de sortir. Non, là, tu parles vraiment d'une nouvelle technologie. Donc, oui. Je pense que c'est sur toutes les bouches en ce moment, enfin surtout chez nous dans notre monde, parce que ça arrive à une vitesse, on l'avait pas vu venir en fait. Franchement, moi, quand Photoshop a sorti la bêta avec l'IA générative, j'ai fait ok, de comment, déjà il n'y a même pas eu une annonce avant. Mais et moi quand c'est sorti, je t'avoue, j'ai même pas trop prêté attention à tout ça en fait, parce que pour moi c'était vraiment encore, j'ai pas vu quand ça arrivait, je n'ai pas vu l'importance que ça avait en fait. D'accord. Tu vois. Oui, moi non plus d'ailleurs. J'ai pas mesuré du tout l'impact que ça avait. Après, j'ai pu la tester. J'ai pu la tester sur les boîtiers. Bon, elle est différente, tu vois. Mais du coup, sur les boîtiers, moi, je m'en passerai plus en fait. Oui, comme outil, non, mais un confort de travail. Notamment l'autofocus. Mais ça a plus rien à voir. Ouais. Quand je l'ai testé la première fois, ça... C'est pour ça que je te posais la question, tu vois, philosophique de si tu avais été photographe à l'époque de l'argentique, est-ce que tu aurais franchi le pas, tu vois, en sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas d'outils d'intelligence artificielle. Je me suis moi-même posé cette question et moi, il se trouve que j'ai fait beaucoup d'argentique avec des boîtiers manuels et ça m'a pas dérangé et j'ai toujours continué à vouloir en faire, tu vois. Mais je me suis quand même posé la question parce que c'est vrai qu'en production, ça n'a rien à voir. Focus manuel versus autofocus, mais tu gagnes un temps fou. C'est un autre monde. Oui. Et la précision est dingue. Moi, je pense que si j'avais commencé à l'époque de l'argentique, j'aurais switché sur le numérique. Ça aurait été, avec ma mentalité d'aujourd'hui, tu vois, avec ma façon de penser d'aujourd'hui, j'aurais switché parce que c'est une évolution et tu peux pas aller contre toutes les évolutions à un moment donné. C'est juste la vie, quoi, en fait, tu vois. Mais, je suis d'accord, mais tu vois, par contre, Oula, je casse le micro. Tout ce qui est intelligence artificielle dans le boîtier comme outil, ça n'a jamais généré de polémique, je crois. Enfin, à part quelques grincheux qui pouvaient se dire avant c'était mieux, mais ça n'a pas vraiment il n'y a pas eu vraiment de débat polémique ou quoi que ce soit. Là, l'intelligence artificielle avec la génération d'images, j'ai l'impression que quand même on est à un endroit charnière. Comme à l'époque de les portraits, quand tu voulais un portrait au 19e siècle, tu te faisais un portrait par un peintre. Quand les peintres ont commencé à venir voir les photographes avec la précision de l'image, ils se disent mais c'est quoi ça, on va se faire remplacer, c'est terrible. C'est ça. Donc je pense qu'on a ce même type de moment-là. Exactement, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, moi je vois ça vraiment comme l'argentique, le numérique et l'intelligence artificielle. Et pour moi, et j'espère que, comme je te disais encore une fois, que ça sera une nouvelle forme d'art dans les années à venir, en fait, que ça soit une catégorie à part entière, comme l'est la photo, comme l'est la peinture, la sculpture, comme est le dessin, et toutes les formes d'art que tu peux trouver, tu vois, quelles qu'elles soient. Ça peut être je sais pas, un maçon qui fait de la précision, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, c'est de l'art aussi. Mais je pense que l'IA sera, et j'espère dans les années à venir, sa propre catégorie. Et nous, ça nous relâchera un peu, comme aujourd'hui, tu as beaucoup de photographes numériques qui reviennent à l'argentique, tu vois.
Effectivement. Et je pense que c'est sans cesse une boucle comme ça, tu vois, évolutive. Avec une recherche d'authenticité Exactement, pour se démarquer de la grosse précision numérique. Exactement. Dans 15 ans, on reprendra nos boîtiers numériques, on se dira wow, on faisait de la photo avec ça, mais comment on vise et tout. Et tu vois, on va réapprendre. L'argentique sera peut-être complètement oublié ou sera anecdotique, et on va évoluer tout doucement. Et tu vois, c'est l'évolution du matériel dans la photo. Hein, voilà. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, normal, quoi. Très bien, je vois. Voilà. Merci Mickaël. Pour finir ce podcast, est-ce que tu as des événements proches? Alors, tu as déjà parlé de tes voyages, qui sont des gros événements. Gros trucs. Non, mon événement le plus proche maintenant, ça sera vraiment là où je vais pouvoir partager, ce sera mon workshop en Suisse. Non, aux îles Féroé. Oui, d'accord, c'est pas du tout pareil. C'est déjà passé. Non, la Suisse c'est déjà passé. Oh là là. Non, mon plus gros, mon gros événement sur lequel je vais commencer à communiquer dans les jours à venir pour finir de le booker, ça sera mon workshop aux îles Féroé au mois de mars, quoi. C'est vraiment là-dessus que je vais travailler dans les semaines et les mois à venir, quoi. Eh bien, parfait, on te souhaite le meilleur pour ça. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Et puis merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à venir vous abonner au compte Instagram de Panajou, notamment pour toute l'actualité du magasin, mais aussi pour l'actualité du podcast. Un épisode chaque mois, je vous le rappelle. Les autres sont toujours disponibles. Je vous en prie, allez-y, allez les écouter. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut!